Eh bien, je crois que la première fois qu'on s'est rencontrés en personne, c'était à Moscou. Je travaillais là-bas, il y a des années. Oui, ça paraît remonter à une éternité maintenant. À l'époque, je travaillais pour un département qui s'occupait de l'initiative de la Grande Eurasie, c'est-à-dire le projet de la Russie d'intégrer son économie à travers les industries, les corridors physiques et les instruments financiers reliant la Chine, l'Inde et l'Iran. Et toi, en tant que journaliste, tu travaillais aussi sur ce sujet, non? Donc oui, ça fait un moment. Mais toute cette initiative est perçue comme un effort pour en quelque sorte réorganiser l'architecture économique internationale. Et bien sûr, la Russie et la Chine en forment souvent le noyau, mais l'Inde, l'Iran et beaucoup d'autres pays s'y intéressent aussi, dans cette idée d'une architecture économique multipolaire. Je me suis dit qu'un bon point de départ aujourd'hui serait de te demander comment vois-tu le rôle de l'Iran dans tout ça, dans cette construction? Bon, si on s'éloigne un peu, mais pas tant que ça, de la guerre, Glenn, c'est l'un de mes derniers articles de la semaine. Je t'en ai envoyé un exemplaire. C'est une mise à jour de ce que j'avais appelé, il y a des années, la guerre des corridors de connectivité. En gros, on parle de tous ces corridors de connectivité qui font partie de la nouvelle route de la soie, l'initiative des nouvelles routes de la soie, ou Belt and Road Initiative. Il y en a au moins 6, peut-être même 7, en comptant la route de la soie maritime d'est en ouest. Et puis il y a l'axe nord-sud, le corridor international de transport nord-sud, porté par 3 pays des BRICS, la Russie, l'Iran et l'Inde. C'est d'ailleurs un projet que j'ai eu le privilège de suivre de près l'an dernier, quand nous étions en Iran au même moment. Je me souviens qu'ils étaient tout le temps très occupés à leur parler. De mon côté, je travaillais sur ce documentaire, le tout premier en anglais au monde sur ce corridor. On a eu beaucoup de chance parce qu'on a eu un accès complet, tous les permis nécessaires. On a pu aller de la mer Caspienne jusqu'à Bandar Abbas sur le golfe Persique, puis à Chabahar sur la mer d'Oman. On a tout pu voir, sur tout ce qui manque, les problèmes, bien sûr, et les défis. J'ai aussi parlé avec d'excellents commerçants et des analystes géopolitiques de tout premier plan en Iran à ce sujet. C'est donc des nouveaux corridors clés pour l'avenir. Du nord au sud, à travers l'Eurasie, on contourne SWIFT, on contourne les sanctions, on contourne encore SWIFT. Et puis il y a 2 autres corridors. Je ne dirais même pas qu'ils sont en cours de développement. Pour l'instant, ce sont plutôt des chimères. L'un d'eux, c'est l'IMEC. Et d'ailleurs, le nom est trompeur, parce qu'il ne s'agit pas seulement du corridor Inde-Moyen-Orient. En réalité, c'est surtout le corridor Israël, Arabie Saoudite, Émirats, Europe, Inde. L'idée, c'est de faire du port de Haïfa un port commercial clé, relié au monde arabe, à l'Europe et à l'Inde. Mais à ce stade, on peut dire que ce projet est mort. En fait, même l'Arabie Saoudite dit, sans vraiment le dire, que tout ça est mort. Et puis, il y a les Turcs. Comme tu le sais très bien, Glenn, ils gardent toujours plusieurs options ouvertes. Ils vont même jusqu'à ressusciter, incroyable, une vieille idée des années 2000, début 2010. Un gazoduc partant du Qatar, traversant le monde arabe jusqu'à la Turquie, pour ensuite vendre le gaz qatari à l'Europe. Pour l'instant, c'est encore un rêve, rien de plus. Dans cette chronique, j'essaie donc d'analyser les avantages et les inconvénients de ces 4 corridors. Mais la logique reste la même. Le 21e siècle sera celui d'une guerre des corridors de connectivité au cœur du développement et de l'intégration de l'Eurasie. Eh bien, oui, certains diraient qu'une grande partie des 2 derniers siècles s'est organisée autour de guerres liées à la connectivité. Au début du 19e siècle, par exemple, on sait que lorsque les Russes se sont étendus du centre vers la périphérie, cela les a mis en conflit avec l'Inde britannique.
C'est exactement ce que décrit la théorie de Mackinder. D'un côté, les puissances terrestres qui cherchent à se relier entre elles, et de l'autre, la puissance maritime. Et puis bien sûr, au XXe siècle, il y a eu une rupture. C'est fascinant, parce que si on regarde les documents stratégiques, on voit que pour les États-Unis et la Grande-Bretagne, leur revendication à la puissance mondiale s'est toujours formulée à travers le contrôle des mers. C'est ainsi qu'ils connectent le monde. Et puis, les puissances terrestres, la Russie, dans le pire des cas, alliée à l'Allemagne, ou pire encore, à la Chine, commenceraient alors à rivaliser avec les puissances maritimes. C'est depuis toujours un point central de la géopolitique. Et il semble bien que nous soyons encore là-dedans. Si on regarde par exemple le pipeline BTC, je me souviens que dans les années 2000, c'était un sujet majeur, le Bakou-Tbilissi-Ceyhan. C'était une façon pour les Européens de passer sous la Russie et au-dessus de l'Iran. Exactement. Même le fait d'intégrer l'Ukraine dans l'orbite de l'OTAN, c'est une manière de faire en sorte que le pays de transit énergétique s'allie avec les consommateurs d'énergie contre la Russie, productrice d'énergie. On a donc déjà l'impression d'être très engagé dans cette logique de connectivité. Mais selon vous, quelles pourraient être les conséquences plus larges de ce qui se joue aujourd'hui dans cette guerre avec l'Iran? Eh bien, je dirais que la question numéro 1, c'est de savoir ce qui va se passer avec le corridor international de transport nord-sud. La Russie y est très impliquée. Elle aide à financer des lignes de chemin de fer à l'intérieur de l'Iran. Elle pourrait même financer une voie ferrée contournant la mer Caspienne du côté ouest, parce que les Russes pensent que ce sera beaucoup plus rapide. Ils essayent aussi de moderniser les infrastructures portuaires iraniennes sur la Caspienne. Et ils ont raison, Glenn. Je suis allé au port de Bandar Anzali sur la Caspienne et il est resté bloqué dans les années 70. Il y a énormément de travail à faire. Donc ils commencent à recevoir, par exemple, de gros cargos venant d'Astrakhan. J'ai vu quelques navires d'Astrakhan dans le port, mais des petits, pas de gros cargos. Donc c'est un point essentiel. Et l'Inde, qu'est-ce qu'elle va faire? On se pose tout la même question. Qu'en est-il de la relation entre l'Iran et l'Inde, alors que 2 jours avant la frappe de décapitation du 28 février, Modi était reçu en Israël et qu'ils ont sorti ce discours sur la patrie et la terre des pères? C'est un vrai problème, parce que l'Inde est un investisseur majeur à Chabahar. Quand j'étais à Chabahar, c'était passionnant. Je parlais avec les autorités portuaires. Ils m'ont dit, vous voyez ces grues là-bas? Elles ont été achetées et payées par l'Inde. Ils investissent ce moment, c'est un peu au ralenti. C'était l'année dernière. Mais ils ont promis que dans quelques mois, ils allaient nous aider à développer d'autres parties du port. Le port s'agrandit très vite. C'est vraiment impressionnant. Ça me rappelle Shenzhen, il y a une 30aine d'années, pour donner une idée. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Les Chinois, bien sûr, regardent Chabahar. Ils disent, regardez, on peut aller là-bas, et en 10 minutes, vous avez tout ce qu'il vous faut. Et ils m'ont dit, vous savez, les Chinois, on a toujours des cargos chinois. D'ailleurs, j'en ai vu 2 pendant que j'étais là-bas. La plupart vont à Bandar Abbas, mais certains vont à Chabahar, par exemple, quand il s'agit de marchandises destinées à être vendues dans l'est de l'Iran, ou bien en Iran même, ou encore en Afghanistan. Il y a une très bonne route qui vient d'être terminée entre Chabahar et la frontière irano-afghane. Donc il y a une forte probabilité que les Chinois finissent par prendre le contrôle de Chabahar. Ce serait une connexion de plus dans leur chaîne de port, leur fameuse collier de perles. Et ce n'est pas loin de Gwadar, ce qui est fou. La distance entre Chabahar et Gwadar, c'est à peine 4-20 km de l'autre côté de la frontière. Ce sont pratiquement des ports jumeaux. La Chine pourrait donc utiliser les 2 sans difficulté.
Ils utilisent déjà Gwadar, bien sûr. Alors la grande question, c'est ce qui va advenir du corridor nord-sud. Et on n'a même pas encore parlé du corridor de connectivité russe, qui est un corridor thalassocratique, la route maritime du Nord, que les Chinois appellent la route de la soie arctique. C'est un axe qui intéresse énormément l'Asie du Nord-Est, en particulier la Corée du Sud. On le voit très clairement dans les discussions qui ont lieu en Russie, pendant le forum de Vladivostok et à Saint-Pétersbourg. D'ailleurs, on aura la même discussion à Saint-Pétersbourg dans environ 2 mois. En fait, un peu moins de 2 mois. Et bien sûr, les pays d'Asie du Sud-Est s'y intéressent aussi, parce qu'ils peuvent se connecter à Vladivostok, emprunter ensuite la route maritime du Nord, arriver à Mourmansk, et là, on est presque en Europe. Alors c'était pas dans cette chronique bien sûr, mais ce sont les 2 nouveaux grands corridors de connectivité, le Nord-Sud et la route maritime du Nord. Et bien sûr, les Chinois, eux, continuent d'ajouter à ce qu'ils ont déjà. Par exemple, quelque chose qui figure aussi dans la chronique, ils ont enfin terminé la ligne ferroviaire Chine-Iran il y a seulement quelques mois. Et devinez ce que les Américains ont fait. Ils ont bombardé un tronçon de cette voie ferrée à l'intérieur de l'Iran il y a 2 ou 3 semaines. C'est très important parce que tout part du Xinjiang. Évidemment, tout commence au Xinjiang, mais ensuite ça se déploie partout. Ça passe par le transsibérien, par le Kazakhstan, par le corridor du milieu. Et celui-là est particulièrement intéressant parce qu'il passe par le Xinjiang, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Turkménistan, puis il traverse la frontière au Turkménistan, entre en Iran, et de là il peut aller vers la Turquie, puis vers l'Europe. Pour les Chinois, c'est un corridor clé. Cette route, ou plutôt cette ligne de chemin de fer, la portion iranienne, fait partie de ce qu'ils appellent le corridor Est-Ouest. Et c'est l'un des corridors les plus importants des nouvelles routes de la soie, dans le cadre de l'initiative Belt and Road. Voilà. Tout est là. Et tout le monde est interconnecté. Les pays d'Asie centrale sont eux aussi reliés à tous ces corridors. C'est donc important pour eux aussi, parce qu'ils reçoivent des marchandises chinoises qui restent dans leur pays, et le reste continue son chemin. Eh bien, étant donné que, vous avez mentionné les attaques contre la connectivité chinoise. Oui, la ligne ferroviaire Chine-Iran. C'est assez important, et je pense aussi que la connexion avec le Pakistan l'est tout autant. Si on regarde cette liaison Chine-Pakistan, avec le rail, la route, et ensuite la descente vers le port de Gwadar, un port pakistanais exploité par les Chinois, c'est une infrastructure vraiment impressionnante. En fait, on voit cette nouvelle route de la soie recréer le monde tel qu'il était, avant que les puissances maritimes européennes ne prennent le contrôle, il y a environ 5 siècles. Mais comme vous l'avez dit, j'ai aussi remarqué que les bombardements américains et israéliens sur l'Iran n'ont pas seulement visé les infrastructures chinoises, mais aussi certaines parties des voies ferrées qui devaient relier le corridor international de transport nord-sud, la Russie, l'Iran et l'Inde. On a donc l'impression qu'il y a une guerre contre la multipolarité. Autrement dit, cela semble être une cible majeure. Pensez-vous que la Chine soit, d'une certaine façon, le pays que les États-Unis cherchent particulièrement à affaiblir à travers cette attaque contre l'Iran? Glenn, en réalité, c'est une guerre contre la multipolarité. Il n'y a aucun doute là-dessus. La cible numéro 1, bien sûr, c'est la Chine. Mais c'est aussi une guerre contre l'Iran, contre la Chine, contre l'interconnexion, contre l'intégration et la mise en réseau eurasiatique, contre la Russie à un autre niveau, parce que c'est l'autre guerre là-haut, qui semble elle aussi sans fin. Et une guerre contre les BRICS, évidemment. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais tout ça a été annoncé dès le début de la version Trump,
2.0 quand il a commencé à bavarder à propos des BRICS, alors qu'il n'a toujours aucune idée de ce que c'est vraiment. Peu importe, parce que la seule chose qui a marqué son esprit d'enfant de 4 ans, c'est « Ah, ils veulent contourner le dollar américain ». C'est la seule chose qui a vraiment marqué. Donc, guerre contre tout le monde. C'est l'empire du chaos, du mensonge, du pillage, de la piraterie. Et on bombarde tous ceux qu'on n'aime pas. Voilà, c'est ça la politique étrangère américaine aujourd'hui, non? Évidemment, les Chinois savent que c'est extrêmement compliqué parce que c'est toujours pas clair, surtout pour nous les étrangers. Même quand on a accès à la Chine, qu'on parle avec des gens sur place. Moi, je retourne en Chine le mois prochain. J'avais repoussé le voyage à cause de la guerre. Mais l'une des premières questions que je pose à tout le monde, c'est « D'accord, qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Les BRICS, la BRI ou la nouvelle route de la soie ?» Et comment tout ça s'articule? Et la deuxième question, c'est « Est-ce que vous avez pleinement conscience qu'il s'agit d'une guerre, surtout dirigée contre vous? » Si vous suivez, disons, des médias relativement indépendants, comme nos amis de Canton ou de Shanghai, quand vous lisez certains de leurs meilleurs contributeurs, des chercheurs reconnus, ils ne rentrent pas forcément dans les détails, mais en gros, ils comprennent bien que c'est une guerre contre la Chine, bien sûr. Et c'est une guerre qui vise à empêcher les sources d'énergie d'arriver jusqu'à la Chine, ce qu'ils constatent d'ailleurs très clairement aujourd'hui avec le blocus américain. Et on entend déjà le blabla habituel sur le détroit de Malacca, ce qui est inévitable. Mais ils se préparent à une éventuelle fermeture du détroit de Malacca depuis au moins 20 ans. C'est pour ça qu'ils ont diversifié leurs sources d'énergie. Aujourd'hui, ils ont plusieurs approvisionnements. Il y a le pétrole du Kazakhstan, un gazoduc depuis le Turkménistan, un autre depuis le Myanmar. Il y a la ligne Force de Sibérie qui tourne maintenant à plein régime, et bientôt Force de Sibérie 2. Et bien sûr, tous les efforts qu'ils ont faits pour diversifier à l'intérieur du pays. Quand on voyage au Xinjiang, c'est impressionnant. On voit des kilomètres et des kilomètres à perte de vue. Tout est électrifié. On voit des forêts de panneaux solaires, des éoliennes, ces fermes solaires avec ce grand mât qui, tu sais, rayonne de l'énergie sur des centaines de kilomètres autour. Et quelque chose que j'ai appris grâce à nos contacts ouïghours, le Xinjiang produit tellement d'énergie qu'il en vend au reste de la Chine. C'est ce qui explique pourquoi la Chine, aujourd'hui, est, je dirais, autosuffisante à environ 4,24-4,26%. Elle n'a pas besoin d'importer beaucoup de pétrole ou de gaz. Ses importations tournent autour de 13-14%, pas plus, par rapport à ses besoins nationaux. Mais ils savent que le détroit de Malacca reste une situation très très délicate. Et maintenant, je dirais que ça devient encore plus compliqué. Cet accord que le ministre indonésien de la Défense a conclu avec le secrétaire à la guerre à Washington, signé à Washington, pendant que Prabowo, le président, se rendait en Russie et passait 5 heures à discuter avec les Russes. Eh bien, c'est typique de l'Indonésie, qui cherche toujours à ménager les deux camps. Mais elle ne peut pas tout concilier. Il y a une limite à cette stratégie, parce que les autres pays des BRICS, surtout la Chine, vont finir par dire « Mais qu'est-ce que vous faites? Vous envisagez vraiment d'accorder aux Américains des droits de survol sur notre territoire indonésien? » Et en même temps, à Jakarta, certains disent « Peut-être qu'on devrait monétiser le détroit de Malacca. » Donc maintenant, cette idée circule. Ils ont regardé ce qui s'est passé dans le détroit d'Ormuz. Le détroit de Malacca, c'est une zone maritime très étroite, encore une fois partagée entre Sumatra, en Indonésie, et la Malaisie. Regardez pour faire passage.
Pourquoi pas? Je suis sûr que ça va arriver plutôt bientôt. Tout change bien sûr, mais ça c'est particulièrement important. Et évidemment, qui n'aime pas ça? Singapour. Mais Singapour n'est pas dans le détroit de Malacca. Le détroit de Malacca est plus au nord. Singapour se trouve tout au sud à la pointe de la péninsule malaise. Ça n'a rien à voir avec Malacca. Malacca, c'est une affaire entre la Malaisie et l'Indonésie. Donc tout ça avance en parallèle. C'est d'une complexité vertigineuse, mais c'est un système complètement différent et on ne sait toujours pas où ça va mener. Mais l'enjeu de Malacca pour la Chine est crucial. Et je suis sûr qu'ils vont mettre beaucoup de pression sur Jakarta à propos de cet accord de défense avec les Américains. Defense agreement with the Americans.